Et je voudrais bien demander à Marc maintenant Dufumier, qui a été mon professeur par ailleurs, et qui est aujourd'hui une des personnes en France qui connaît le mieux l'histoire de l'agriculture dans le monde, les différentes formes de relations des hommes à l'agronomie et comment cette histoire peut nous projeter dans l'avenir. Donc Marc, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur comment on peut retrouver des façons d'imaginer l'alimentation et le vivre ensemble avec nos territoires. Merci. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc la question, elle est un peu celle de l'arbre, enfin des arbres dans les systèmes agricoles. Moi, mon métier, c'était quand même d'abord faire en sorte que les gens puissent manger, ne pas avoir faim, sans carence nutritionnelle. Et c'est vrai que quand on regarde donc l'agriculture, y compris à des fins alimentaires, la première vision qu'on en a, c'est que c'est pas compatible avec la forêt. L'histoire de l'agriculture a commencé quand même par une période de grand défrichement. Et y compris la vision qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Dans certains pays, on voit encore des gens qui abattent la forêt, la brûlent, cultivent sur les cendres. On appelle ça agriculture d'abbati-brûlis. Enfin bref, cette image, c'est que l'agriculture va nécessairement aux dépens de l'arbre et de la forêt. Et puis c'est vrai que si on voit les zones très hautement productives de l'agriculture française, allez-y, fréquentez la Brie, la Beauce, la Picardie et autres. Là, vraiment, là, les champs de blé, c'est magnifique. Il n'y a que ça, il n'y a pas un seul arbre. Vraiment, on a réussi à produire parce qu'on a détruit la forêt. Ça fait un peu partie de notre histoire. Alors évidemment, aujourd'hui, on découvre que c'est pas forcément génial parce que ces champs ouverts, comme on dit, ces open fields, quand il pleut, ça ruisselle, l'eau. Et là, j'entendais tout à l'heure que peut-être, oui, la haie, ça pouvait protéger contre les inondations. Et on est en train de découvrir que peut-être quand même, il va falloir remettre des arbres dans nos systèmes agricoles et qu'on a peut-être une vision un peu erronée quand on oppose trop facilement agriculture et la présence de l'arbre. Alors, il faut quand même être honnête, le premier réflexe quand on pense agriculture et l'arbre, ça va faire de l'ombre. Et on parlait de photosynthèse tout à l'heure. Donc la photosynthèse, les plantes et les arbres, et bien sûr aussi, parviennent à intercepter le gaz carbonique, prennent le carbone, libèrent l'oxygène. Ça, c'est pas mauvais pour nos poumons. Et avec ce carbone, la plante, elle peut en faire des hydrates de carbone, du sucre, de l'amidon, des lipides. C'est notre énergie alimentaire. Et au fond, l'énergie de notre alimentation, elle nous vient effectivement donc du soleil. Et alors, si les arbres viennent faire de l'ombre, comment va-t-on pouvoir manger? C'est quand même encore ça la question. Y a-t-il compatibilité entre faire le plein usage de l'énergie solaire dans un premier temps pour fabriquer nos calories alimentaires et autres, et puis des arbres qui vont leur faire de l'ombre? Alors, on va voir que c'est parfois un peu plus compliqué. Mais heureusement, il y a aujourd'hui, on le voit. Alors, d'abord, il y a des gens qui ont vu, mais d'ailleurs, parmi les plantes capables de nous fournir des aliments, il y a des arbres. Après tout, le noyer nous fournit de la noix. L'huile de noix, c'est un lipide, un hydrate de carbone, c'est une énergie alimentaire. La châtaigne, après tout, il n'y a pas que des grains de blé pour manger, il n'y a pas que du sucre. On peut trouver dans les arbres l'énergie alimentaire qui nous est suffisante. Sous les tropiques, on parlera de l'arbre à pain. Alors là, c'est un gros fruit bien farineux, riche en amidon. Ça peut nourrir son homme, un peu comme l'a fait autrefois la châtaigne. Alors on va dire, allons-y, plantons. Et la question, c'est un peu, même quand c'est alimentaire, l'huile de palme, dont je viens de parler, c'est pas fait que pour faire des savons et des agrocarburants. Ça, c'est un autre usage de l'énergie solaire, les agrocarburants. Mais c'est vrai qu'on peut dire, c'est une huile de palme, y compris pour certaines populations, quand c'est pas, ça peut être riche en vitamine A et autres. Donc les huiles, ça peut être l'huile de palme et tout. Alors allons-y, faisons des plantations, et surtout monospécifiques, comme le blé, en ligne, etc. Mais là, je vois que pareil que c'est pas très bon pour les chimpanzés, je viens de découvrir, donc on va essayer d'être prudent. Et puis de toute façon, vous l'avez vu, que même qu'on plante du bois, alors cette fois pour la construction, parce que fixer du carbone, ça peut fabriquer des aliments, mais ça peut aussi faire du bois pour la construction ou pour le papier. Bon, on l'a vu, la forêt des Landes, c'est pas génial, un bon coup de vent et hop, tout est détruit. Et il y a encore aujourd'hui dans les Landes des bois qui sont à terre. Vous avez encore des gens qui arrosent leur bois pour qu'il ne soit pas détruit par les insectes. Bon, enfin, bref, la forêt est monospécifique, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le bois, que ce soit pour d'autres choses, c'est pas non plus génial. Alors, question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement?
Alors on découvre quand même que dans certaines régions, il y a des beaux bocages, il y a quand même des endroits où l'agriculture, on a réussi à la concilier avec la présence d'arbres. Alors c'est les haies, effectivement. Ces haies jouent un rôle, effectivement, contre le ruissellement, contre les inondations des fonds de vallée et autres. On découvre que ça peut aussi faire brise-vent, et que c'est pas inutile, après tout. Les plantes ont parfois, souvent même besoin, ne serait-ce que pour la photosynthèse, d'être protégées des grands vents. On voit aussi que la haie, donc c'est un microclimat, c'est-à-dire ça maintient peut-être une certaine vapeur d'eau. D'ailleurs, il y a des endroits où on a mis les arbres au milieu des champs. Dans ma Normandie, autrefois, il y avait des pommiers dans la prairie. Et alors ça avait sans doute un rôle. D'ailleurs, on découvre y compris que parfois, le pommier dans la prairie, il avait des racines profondes. Il allait chercher des éléments minéraux en sous-sol, là où la roche est altérée. Vous savez, là où le granit, le schiste, le calcaire, la roche est altérée, ça libère des éléments minéraux. Ben, cet arbre, il allait le chercher en profondeur. Ça remontait avec la sève, ça se mettait dans les feuilles. Et quand la feuille morte tombe à terre, tiens, ça fertilise la couche arable. Voilà. Et donc, finalement, la haie peut jouer à ça aussi. Et d'ailleurs, vous avez des agriculteurs, non seulement ils mettent des haies, mais comme il faut gérer la haie, que ça fasse pas trop d'ombrage, mais que ça fasse quand même un peu brise-vent. Vous avez des gens, ils plantent la haie, mais ils l'élaguent très régulièrement pour que ça fasse pas trop d'ombrage. Et puis, y compris les rameaux, ils les coupent en petits morceaux, on appelle ça bois raméal fragmenté, et ils le mettent dans leur champ. Alors du coup, quand ils fertilisent leur champ avec les petits morceaux là, issus des rameaux d'arbres en question, on découvre que ça apporte du carbone, le carbone de la photosynthèse. La haie a fixé du carbone, a libéré l'oxygène pour nos poumons. Ce carbone, il se trouve dans la biomasse, et que quand vous déposez ça dans un champ, c'est une façon d'apporter du carbone au sol, et que le carbone apporté au sol, dans certaines conditions, si des microbes s'en emparent, ça peut même produire de l'humus. Et puis on découvre, et tous les gens qui font de l'agronomie savent que l'humus, finalement, pour retenir l'eau, pour retenir les éléments minéraux, c'est pas complètement inutile. Remarquez, ce bois raméal fragmenté, on découvre que ça apporte aussi un peu d'eau. On découvre que de plus, cette décomposition, ça commence à... Il y a des champignons qui prolifèrent, et que dans ces champignons qui commencent à proliférer, quand vous laissez des brindilles d'arbres humides dans vos champs, il y en a quelques-uns qui sont très savants, on va dire des champignons mycorhiziens qui commencent à se développer, tellement filamenteux, ils arrivent à s'incruster dans la racine de la plante annuelle par exemple. Et ils sont tellement filamenteux qu'ils arrivent même à débusquer des éléments minéraux qui sont coincés entre les feuillets d'argile, du calcium, du potassium, du phosphore. Attention, pour les mines de phosphate, on nous annonce quand même que ça va arriver comme pour le pétrole, il va falloir être très économe, en trouver ailleurs. Bref, on est en train de découvrir que l'arbre dans les systèmes agricoles, mais ça peut être absolument génial, quoi. Ça peut très bien s'associer à l'agriculture. C'est pas forcément incompatible avec les cultures annuelles. Par contre, c'est savant, j'en conviens. Alors, on en arrive. Le meilleur usage de l'énergie solaire qui tombe sur nos sols agricoles, on a le droit de dire aussi, c'est pas nécessaire de tout bitumer. Donc, on va faire le meilleur usage de nos sols agricoles. Le premier usage de la lumière, effectivement, c'est quand même la photosynthèse. C'est fabriquer des hydrates de carbone pour l'alimentation, c'est fabriquer du bois pour la construction, c'est fabriquer du fibre pour les textiles et autres. Un deuxième usage moins connu, c'est que nous avons besoin dans notre alimentation, pas seulement d'énergie dont je viens de parler, là, celle qui fait qu'on s'agite et qu'on dépense de l'énergie tous les jours, mais on a besoin aussi de protéines. Et les protéines, c'est les fameux hydrates de carbone dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels il faut fixer de l'azote. Remarquez, soyez sans crainte, l'azote, il y en a, il n'y a pas de pénurie annoncée. L'azote de l'air, 79% d'azote de l'air, vous pouvez attendre des siècles avant que nous parvenions à la pénurie, donc 2 millénaires, donc avant que nous parvenions à la pénurie, sauf que fabriquer une protéine, rajouter de l'azote, même si ça vient de l'air, sur un hydrate de carbone, pour fabriquer des protéines dont nous avons impérativement besoin, ça c'est coûteux en énergie. Alors il y a plusieurs solutions. Pour que notre blé soit riche en protéines, on va lui apporter de l'engrais azoté de synthèse. C'est vachement astucieux parce qu'on fabrique ça avec, chez nous, du gaz naturel russe ou norvégien. Énergie fossile, très coûteuse. C'est franchement pas très intelligent. On va devoir être économe en énergie fossile et peut-être se passer des engrais azotés de synthèse. Est-ce qu'on peut procéder autrement ? La réponse, elle est quand même oui. Vous avez, alors ça peut être des plantes annuelles, mais ça peut être aussi des arbres. Vous avez des plantes qui sont capables, alors c'est des microbes qui les aident à faire ça, à intercepter l'azote de l'air, fabriquer la protéine sur place. Alors c'est coûteux en énergie, mais c'est
le microbe qui parasite l'énergie de la plante et qui fixe l'azote, fabrique la protéine. Et du coup, oui, vous avez alors des régions dans le monde où on fait des cultures sous des parcs arborés. Alors je sens que le temps est limité. Juste une histoire pour conclure. La COP 21, il faut impérativement mettre l'arbre et l'agroforesterie, l'agroécologie à l'agenda. Parce que là, l'arbre est très utile, on le voit, mais attention, si le fonds vert devait financer des reboisements, on va fixer du carbone dans les arbres, pour des grands propriétaires fonciers, par exemple du Brésil, qui vont utiliser le pactole, leur grande zone fourragère, on va planter des arbres. Et après, ces gens vont acheter des petits bouts de terrain vers la forêt amazonienne, défrichés par des caboclos. La quantité de carbone qui va être fixée dans des arbres, là où on va reboiser, si c'est pour déboiser la forêt amazonienne, c'est absolument scandaleux. Alors que si on veut qu'il n'y ait pas cet effet de fuite, si on veut vraiment que les financements de la fixation de carbone dans les sols, dans la biomasse d'abord et dans les sols ensuite, soient assurés sans fuite, excusez-moi, il y a urgence de financer la petite paysannerie qui, elle, saura effectivement intelligemment associer l'arbre aux cultures annuelles pour le plus grand bien et des arbres et la fixation du carbone, la fabrication des protéines, la fabrication de notre alimentaire. On peut tout concilier, y compris la vie des chimpanzés.